À 2h du matin, dans un appartement de luxe à Dubaï, le FBI débarque. Les agents fédéraux savent exactement ce qu'ils viennent chercher. C'est un homme suivi par plus de 2 millions de personnes sur Instagram. Un symbole de réussite, un modèle pour certains. Sauf que cette nuit-là, tout s'effondre. Parce que derrière les voitures de luxe, les hôtels et les millions affichés, il n'y avait pas un homme d'affaires ou un influenceur, mais un escroc international qui volait des centaines de millions de dollars. 11 octobre 1982, en plein cœur de Lagos, dans le quartier d'Oworonchoki, au Nigeria. C'est là que naît Ramon Olorunwa Abbas. Ce quartier, c'est une bande de terre coincée entre la lagune et le 3e pont continental. C'est aussi tout sauf un coin qui respire l'argent. Le père de Ramon est chauffeur de taxi. Sa mère vend du pain au bord de la route, au marché d'Olojojo. Tous deux travaillent dur pour nourrir leurs 3 enfants. Mais malheureusement, ça suffit pas. On voit souvent Ramon traîner dehors, les pieds dans la poussière rouge de son quartier nigérian. C'est un gamin qui vient manger des haricots à crédit chez une femme du coin et lave des voitures pour 100 nairas pièce, l'équivalent d'1 €. Dire que sa famille est pauvre est un euphémisme, parce que sa sœur aînée décède d'une malaria et d'une typhoïde non traitées. Leurs parents n'ont simplement pas pu se permettre de régler les frais d'hospitalisation, qui ne s'élevait pourtant qu'à 3000 nairas, environ 30 € à l'époque. Malgré ce drame, la vie continue pour la famille Abbas, et Ramon essaie de trouver sa voie, bien décidé à sortir de la misère dans laquelle il a grandi. Il commence par vendre des vêtements d'occasion sur Lagos Island, une ville bien plus aisée, en utilisant le coffre de sa voiture comme lieu de stockage. C'est ainsi qu'il rassemble assez d'argent pour ouvrir sa première boutique. Et finalement, il inaugure plusieurs magasins, avant de décider de plier bagages. Ramon a des rêves plein la tête, et il est hors de question pour lui de rester simple vendeur de vêtements. Une fois sa décision prise, il s'envole pour l'Éthiopie, le Ghana, puis la Malaisie. À chaque étape, il se réinvente et revient avec plus d'argent. Devenu promoteur immobilier à succès, il commence à vraiment se faire connaître sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Hush Puppy. En 2017, ses affaires marchent tellement bien qu'il s'installe à Dubaï, et pas n'importe où. Il prend ses quartiers au Palazzo Versace, dans une suite à 1800 € la nuit. Selon les dires d'Hush Puppy, la cité de l'or est l'Eldorado de l'immobilier. La ville attire les investisseurs du monde entier, et il sait comment s'y positionner. Alors évidemment, tout ça s'est passé avant que le magicien orange attaque l'Iran et que Dubaï se transforme en feu d'artifice. Sur Instagram, Ramon explose en affichant son style de vie fastueux. Son photographe personnel, Ayaz Sheikh, engagé pour faire des photos qui doivent illustrer ses posts, tombe d'ailleurs des nues en entrant dans sa suite. Il y voit 15 paires de chaussures Balenciaga jamais portées, 12 vestes Louis Vuitton encore dans leur housse, et des montres hors de prix alignées sur des présentoirs. Si on met de côté le mauvais goût vestimentaire, Ramon envoie du lourd. Et c'est pas tout. Hush Puppy est à présent le billionnaire Gucci Master. Et son nombre d'abonnés ne cesse de croître jusqu'à se compter en millions. 2,5 millions de personnes qui le regardent se vautrer dans le luxe. Des Rolls-Royce, Bentley ou Ferrari en passant par les jets privés qui l'emmènent dans les plus belles villes du monde. Chaque jour, il publie et fait rêver ceux qui le suivent. En mai 2017, il poste un long texte adressé aux enfants des ghettos de Lagos. Depuis un bain à remous en Grèce, verre de vin à la main. Il écrit qu'il les représente, qu'il vient de là où ils sont, qu'il est eux et qu'ils sont lui. Sa publication est massivement partagée et des milliers de gens la commentent. Des jeunes de Mushin, d'Agege, d'Ajegunle et de partout au Nigeria qui lui disent qu'il est leur fierté, qui leur prouve que c'est possible de réussir dans l'adversité et qui leur montre la voie. En dépit d'un emploi du temps chargé, Hush Puppy répond à tout le monde ou presque. Et c'est pour ça qu'il est apprécié. Malgré une fortune estimée à une vingtaine de millions de dollars et le fait qu'on puisse le voir en photo avec de nombreuses personnalités connues, il n'oublie pas d'où il vient. L'endroit où il est né est devenu un centre de lavage de voitures. Mais Hush Puppy s'y rend à présent pour faire nettoyer ses véhicules hors de prix. Il s'occupe de sa famille et fait venir ses proches à Dubaï. Son ami d'enfance, Sikiru Adekoya, avec qui il jouait dans la rue, est le premier qu'il rapatrie auprès de lui. Il paie tous les billets d'avion, règle les additions dans des restaurants à 1000 € le couvert et emmène ses invités dans des clubs où la table coûte 6 mois de salaire à Lagos. Par contre, il n'envoie jamais d'argent directement. Hush Puppy est généreux, mais il ne fait pas vraiment dans la discrétion, ce qui manque pas d'attirer l'attention. Peu à peu, les cercles du showbiz nigérian commencent à se poser des questions. Le chanteur Casey interpelle même l'influenceur directement, en publiant un message sur Instagram.
Dans ce post, il souligne qu'en dépit de sa richesse manifeste, Hushpuppi n'a aucune entreprise traçable. Et c'est vrai que pour un promoteur immobilier, il n'a pas l'air d'être à l'origine de beaucoup de projets en cours de construction. Casey interpelle nommément la commission nigériane contre les crimes économiques à ce sujet, et son message tourne sur les blogs. Mais Hushpuppi y répond par l'ignorance. Le rappeur Timaya s'y met alors à son tour, en l'accusant dans une passe d'armes qui dure quelques jours, avant de s'éteindre. Des journalistes s'interrogent eux aussi, mais personne ne creuse vraiment le sujet. De toute façon, Hushpuppi n'a rien à dire de plus. Il travaille dans l'immobilier, c'est tout. Et puis, c'est pas comme s'il arnaquait des gens, hein. Durant des années, force est de constater que cette explication est suffisante, parce qu'il a compris quelque chose que ses détracteurs n'ont pas encore saisi. Sur Instagram, l'argent visible est sa propre preuve. Les gens regardent la voiture, pas le contrat. Sauf que si les kidams peuvent être bernés par cet étalage indécent de richesse, c'est pas le cas des autorités. Ce qui les intéresse, c'est surtout la façon dont les dites richesses ont été obtenues. Or, comme certains l'ont déjà soulevé, quand on essaie de creuser un peu le sujet, Hushpuppi botte en touche. Et il y a une très bonne raison à ça. Un gamin qui lave des voitures pour une poignée de centimes à Ouronchoki ne se retrouve pas à mener la belle vie à Dubaï par hasard. En général, il y a deux options. Beaucoup de talent et la bonne opportunité qu'on appelle la chatte, ou une appétence pour les biens mal acquis. Pour comprendre comment Hushpuppi en est arrivé là, faut revenir à ce que les cybercafés de Lagos lui ont appris. Au milieu des années 2000, ces établissements sont fréquentés par les Yahoo Boys, une sous-culture criminelle qui s'est développée dans les quartiers populaires de Lagos depuis les années 90. Comme tu l'as sans doute deviné, si tu commences à traîner quelques paquets d'années derrière toi, elle tire son nom de Yahoo Mail, le service de messagerie électronique qui a été utilisé pour monter les premières arnaques. Le principe de base est à présent connu de beaucoup de gens parce qu'il fait encore des ravages. Un arnaqueur planqué en Afrique, communément appelé brouteur, crée un faux profil, souvent en prenant l'identité d'une femme blanche, veuve et fortunée. Il tisse peu à peu un lien avec une cible, généralement un homme esseulé, en manque d'affection ou d'interaction romantique, résidant en Europe ou en Amérique du Nord. Le brouteur s'investit parfois pendant des semaines pour gagner la confiance de sa victime, pour finalement inventer une urgence financière qui lui permettra de demander de l'argent. Une somme qui ne sera évidemment jamais rendue. Quand les victimes se rendent compte qu'elles ont été dupées de la sorte, la plupart des personnes ne portent jamais plainte. Par honte. C'est même assez rare qu'elles en parlent ouvertement, surtout à l'époque. C'est par là que Hushpuppi commence, mais il comprend vite que les arnaques sentimentales ont leurs limites. Le processus est lent, le montant qu'on peut récolter reste incertain, et tout dépend du bon vouloir d'une seule personne à la fois. En plus, il y en a qui hésitent pas à dégainer leur aubergine. C'est son déménagement en Malaisie qui change tout. En 2014, Hushpuppi se rend à Kuala Lumpur. Il a 32 ans et cherche une manière rapide de garnir son compte en banque. Or, à ce moment, la Malaisie est une plaque tournante pour les cybercriminels d'Afrique de l'Ouest. Entre visas faciles à obtenir, infrastructure numérique solide et discrétion relative, c'est open bar pour toute personne qui cherche à se faire de l'argent sale. Là-bas, Hushpuppi entre en contact avec des réseaux spécialisés dans une technique autrement plus lucrative que les arnaques sentimentales. Une technique qui ne cible plus des individus isolés, mais des entreprises. On peut gagner des millions de dollars en quelques secondes, d'une façon quasi impossible à détecter avant qu'il ne soit trop tard. C'est pas du piratage de film. Il n'y a pas d'homme avec une capuche noire sur la tête, d'écran qui crache du code vert, encore moins de course contre la montre dans un centre de données. Ce que Hushpuppi et son réseau pratique, ça ressemble plus à du travail de bureau. Sauf que le dit bureau, c'est votre boîte mail. Cette arnaque, appelée fraude au président en français, fonctionne ainsi. Une équipe s'infiltre dans la messagerie d'une entreprise, d'un cabinet d'avocats ou d'une banque. Elle touche à rien. Elle lit, observe et attend. Elle cartographie les échanges, identifie les interlocuteurs, repère les transactions en cours, comprend qui décide, qui signe et surtout, qui vire l'argent. Cette période d'information peut durer des semaines, voire des mois. Généralement, elle s'arrête quand un virement important est attendu ou qu'une transaction est en cours de validation. À cet instant précis, quelqu'un du réseau usurpe l'identité d'un expéditeur légitime et envoie un mail qui est attendu, avec un seul changement, les coordonnées bancaires de destination. Autrement dit, Hushpuppi intercepte un virement qui doit vraiment avoir lieu et l'encaisse à la place de l'entreprise qui attend son paiement. La victime voit rien. Et à la seconde où elle effectue le versement, son argent a déjà disparu. Avant que quiconque ne comprenne ce qui vient de se passer, la somme est répartie sur plusieurs comptes domiciliés dans différents pays. Donc il est impossible de retrouver sa trace, ou même d'entamer une action en justice. C'est pour ça que le FBI qualifie le BEC, Business Email Compromise, la fraude au président,
de cybercrime le plus coûteux des États-Unis. Sur la seule année 2019, l'agence a enregistré 1,7 milliard de dollars de pertes dues à ce type d'attaque. Juste sur le territoire américain, Hushpuppi est l'un des nœuds centraux de cette escroquerie par courriel professionnel. Voilà comment il fait. En octobre 2019, un cabinet d'avocats spécialisé dans l'immobilier, basé à New York, gère le financement d'un bien pour l'un de ses clients. Les échanges avec la banque sont fluides et ordinaires. Sauf qu'à un moment, l'un des interlocuteurs n'est plus le bon. Le réseau d'Hushpuppi a pris la main sur la messagerie. Un assistant du cabinet est contacté et invité à rediriger un virement vers un nouveau compte. Résultat, 922 000 dollars partent vers un compte contrôlé par un complice. L'arnaque suivante est différente dans sa construction mais identique dans son audace. Hushpuppi et son réseau s'en prennent à un homme d'affaires qatari qui veut financer la construction d'une école dans son pays. Il cherche à obtenir un prêt de 15 millions de dollars et entre en contact avec ce qui ressemble à une banque légitime. Les conseillers ont l'air très sérieux et les documents semblent officiels. Seulement tout ce qu'ils voient est faux. Ça a été construit de toutes pièces par le réseau d'Hushpuppi, une mise en scène dans laquelle il joue d'ailleurs un rôle. Il se fait appeler Malik et se fait passer pour un banquier de chez Wells Fargo à New York. Un complice kényan, nommé Abdulrahman Juma, joue le facilitateur. Un troisième, un Nigérian du nom de Kelechi Buzo Vincent, s'occupe de monter le décor. Faux site web bancaire, hotline téléphonique et documents de prêt. Quand la victime commence à avoir des doutes, le réseau corrompt un officiel étranger pour maintenir la façade. Et ça marche, vu qu'ils parviennent à détourner 1,5 million de dollars. Avec une partie de cet argent, Hushpuppi s'achète une montre Richard Mille à 230 000 dollars, livrée en main propre à Dubaï. Quelques jours plus tard, il l'affiche fièrement sur son compte Instagram. Avec une autre partie de l'argent, il s'achète une citoyenneté de Saint-Christophe et Niévès. Il l'a obtenue grâce à un faux certificat de mariage et à la corruption d'un officiel du gouvernement. Mais aucune de ces deux opérations ne représente l'échelle réelle du réseau. Pour en saisir l'ampleur, il faut regarder du côté de Malte. Le 13 février 2019, la Bank of Valletta, la principale institution bancaire de l'île, tombe. Des pirates ont infiltré ces systèmes via les réseaux interbancaires SWIFT le mois précédent. Ensuite, ils ont initié des virements frauduleux vers des comptes domiciliés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en République tchèque et à Hong Kong. 30 minutes après avoir détecté les transactions anormales, la banque coupe tout, même si c'est déjà trop tard. Les agences sont fermées, pendant que les distributeurs, l'application mobile et le site internet de la banque sont mis hors service. Même les messageries internes sont suspendues. Le Premier ministre maltais Joseph Muscat doit prendre la parole pour rassurer les citoyens sur leurs dépôts. C'est la première fois qu'une banque d'un pays de l'Union européenne est impactée de cette façon. En tout cas, par quelqu'un qui faisait pas partie de la bande. Le montant du détournement est colossal. 13 millions d'euros. En réalité, dans ce coup, Hushpuppi n'est pas un pirate. C'est un blanchisseur. Il est chargé de trouver les comptes bancaires capables d'absorber des millions de dollars de fonds volés sans déclencher d'alerte. Une fois fait, il fournit les coordonnées des comptes à ses complices. En jouant un rôle dans l'action qui a causé la paralysie de la Bank of Valletta, Hushpuppi entre dans la cour des grands, parce que les responsables de ce détournement sont en réalité 3 informaticiens membres du Bureau général de reconnaissance, l'agence de renseignement militaire de la Corée du Nord. Les mêmes pirates qui ont notamment volé 81 millions de dollars à la Banque centrale du Bangladesh en 2016, via le réseau SWIFT. L'argent volé à Malte n'était donc pas destiné à payer des montres, mais au régime nord-coréen. Hushpuppi vient de mettre le doigt dans un engrenage d'État et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En mai 2019, avec l'aide de Galeb Alomari, un complice canadien, il cible un club de football de première ligue anglaise, dont le nom n'a jamais été rendu public. La tentative de vol porte sur 100 millions de livres sterling, soit environ 124 millions de dollars. L'attaque échoue de justesse. Dans le même laps de temps, une entreprise britannique située à Édimbourg est visée pour 200 millions de livres. Cette tentative aussi est avortée. Alors là, tu dois te demander pourquoi il attaque pas en France. En fait, le terrain est déjà occupé par un énorme brouteur, l'État. Bon, tu l'as compris, Hushpuppi n'agit jamais seul. Et le réseau dont il fait partie s'étend sur 4 continents. Il y a des recruteurs au Nigeria, des informaticiens en Malaisie, des passeurs de fonds au Canada, ainsi que des complices aux États-Unis, au Kenya, en Roumanie et en Bulgarie. Chaque maillon a une spécialité, et personne ne connaît l'ensemble, ce qui le rend presque impossible à démanteler d'un seul coup. Hushpuppi est le connecteur qui lie chaque maillon au suivant. Celui qui sait quel compte peut encaisser combien, et qui connaît les intermédiaires à contacter dans les bons pays. Point bonus, son compte Instagram sert de vitrine, offrant une crédibilité à ceux qui veulent faire avec un homme qui sait tout, ou presque, de la réussite. Ce que l'escroc ignore, c'est que c'est justement Instagram qui va provoquer sa chute.
Hushpuppi, c'est le Lucky Luke d'Instagram, il poste plus vite que son ombre. Et même quand des personnalités connues remettent publiquement la légitimité de sa fortune en question, il s'en moque pas mal. Mais forcément, quand on parle de millions, ça ne manque pas d'attirer l'attention des autorités. En décembre 2019, un agent du FBI basé à Los Angeles passe en revue le compte Instagram d'Hushpuppi pour la première fois. Il fait un rapport sur ce qu'il y voit. Et l'agence trouve ça assez étrange pour ouvrir une enquête. En avril 2020, le même agent revient sur le compte. Depuis décembre, Hushpuppi a posté une trentaine de photos supplémentaires. Il mène toujours grand train et a maintenant 2,3 millions d'abonnés. En juin de la même année, l'agent consulte le compte d'Hushpuppi une troisième fois. Il tourne encore à plein régime. Pendant ces 6 mois, un autre agent affecté au High Tech Organized Crime Squad du bureau de Los Angeles a patiemment remonté le fil du réseau, à partir d'un point de départ plutôt inattendu, étant donné qu'il s'agit du téléphone d'un autre homme. Cet individu est un ressortissant non nigérian, gestionnaire de réseaux de mules financières pour le compte d'Hushpuppi. Les mules financières sont les personnes que le réseau utilise pour faire transiter l'argent volé et le rendre intraçable. Souvent, ce sont des personnes vulnérables d'ailleurs. L'iPhone du complice est tombé dans les mains du FBI à la suite d'une enquête parallèle. Dans les contacts, les agents trouvent un numéro enregistré sous le nom Hush, numéro qui commence par +971, l'indicatif des Émirats Arabes Unis. Dans ce même téléphone, il y a un compte Snapchat. Dans la liste d'amis, un certain Hushpuppi 5, qui s'affiche publiquement en tant que The Billionaire Gucci Master, un surnom identique à celui qu'Hushpuppi utilise depuis des années sur Instagram. Les échanges entre lui et le Hush de son répertoire s'étirent sur des mois. Il parle de virements, de comptes bancaires et de sommes disponibles. Le 12 février 2019, le complice écrit à Hush « Le virement est fait, on a réussi, 500K €. Ça devrait être de ton côté maintenant. » Grâce à ces conversations, l'agent du FBI a maintenant un pseudonyme, un numéro de téléphone, mais aussi la preuve qu'au moins un virement frauduleux de 500 000 € a été envoyé à Hushpuppi. Ce dont il a besoin maintenant, c'est de pouvoir relier tout ça à une vraie identité. Pour ce faire, il visite le compte Instagram d'Hushpuppi, qui prétend toujours être promoteur immobilier. Dessus, il mentionne le compte Snapchat Hushpuppi 5, le même que celui qui figure dans la liste d'amis du complice. Le lien entre lui et un réseau criminel étant devenu plus qu'évident, Instagram est donc convoqué par mandat fédéral. La société n'a d'autre choix que de livrer toutes les données du compte de l'escroc. Son compte est créé le 10 octobre 2012, la veille du 30e anniversaire d'Hushpuppi. Il est enregistré avec l'adresse mail rayhushpuppi@gmail.com, avec un numéro comportant l'indicatif des Émirats Arabes Unis. Les connexions récentes de 2020 proviennent toutes d'adresses IP situées aux Émirats Arabes Unis. Après Instagram, Snapchat est convoqué à son tour. Et la surprise, plutôt bonne surprise, le compte Hushpuppi 5 est lié à la même adresse Gmail que le compte Instagram. Apple est ensuite contacté. Grâce à ça, le FBI remonte jusqu'au compte iCloud, toujours lié à la même adresse Gmail. Ce compte iCloud contient une adresse physique à Dubaï, des itinéraires de vol, des factures, un contrat de bail et 2 documents d'identité, mais aussi un scan du passeport nigérian de Ramon Olorunoa Abbas et sa carte de résidence des Émirats Arabes Unis. Il a juste oublié de préciser dans quelle prison il voulait crécher. Bon, reste pour le FBI à convoquer Google. Grâce à ce dernier mandat, ils obtiennent le droit d'accéder à la boîte Gmail d'Hushpuppi. Dedans, les agents trouvent des échanges avec des complices concernant des montants, des comptes bancaires en Europe et des confirmations de virements reçus. Mais c'est pas tout. Il y a aussi une photo d'un gâteau d'anniversaire recouvert du logo Fendi, posté sur Instagram, avec des petits sacs de luxe en décoration. Ce cliché permet aux enquêteurs de recouper la date de naissance d'Hushpuppi avec une ancienne demande de visa américain. La correspondance est parfaite sur tous les plans. Hushpuppi a été localisé et identifié grâce à son propre outil de mise en scène. Cette façade qu'il a si soigneusement entretenue pendant des années. Une fois complet, le dossier est transféré au service de police de Dubaï, qui collabore avec le FBI via Interpol. Une équipe de surveillance est alors constituée. Pendant 4 mois, elle suit Hushpuppi à la trace, de jour comme de nuit. Les agents savent dans quelle suite du Palazzo Versace il dort, où il mange, à quelle heure il rentre et quand il reçoit des visiteurs. Faut dire qu'il est pas très discret. La police de Dubaï surveille également ses complices, parvenant à identifier 6 adresses distinctes dans la ville, utilisées par les membres du réseau. Le feu vert du FBI est donné dans la nuit du 9 au 10 juin 2020. 6 équipes d'intervention de la police de Dubaï se déploient simultanément dans 6 résidences différentes de la ville. L'opération s'appelle Fox Hunt 2,
Fox Hunt One avait eu lieu en février 2020, quand 9 membres d'un autre réseau de cybercriminels africains avaient été interpellés. Au Palazzo Versace, l'équipe entre dans la suite d'Hush Puppy pendant qu'il dort, à point fermé. Il est cueilli et menotté sans avoir le temps de sortir de son lit. Simultanément, Olelakan Jacob Pondley, alias Woodbury ou Mark Kane, est arrêté dans sa propre résidence. En tout, 12 personnes sont interpellées cette nuit-là dans la ville de Dubaï. Ce que les agents trouvent dans les appartements du réseau est documenté en détail. Plus de 41 millions de dollars, mais aussi 13 voitures de luxe évaluées à 7 millions de dollars, tout acheté avec l'argent des arnaques. Il y a également 21 ordinateurs portables, 47 smartphones, 15 dispositifs de stockage et 5 disques durs externes contenant 120 000 fichiers liés à des fraudes. Dans ces fichiers, les adresses mail d'1 900 000 victimes potentielles, collectées et mises de côté pour des futures escroqueries. Elles étaient déjà là, prêtes à être exploitées. Le directeur de la brigade criminelle de Dubaï déclare devant les caméras que le réseau planifiait de subtiliser l'équivalent de 435 millions de dollars. 2 semaines avant son arrestation, Hush Puppy avait posté une photo de lui appuyé contre sa Rolls-Royce avec la légende « Merci Seigneur pour tes bénédictions ». Honte à ceux qui attendaient ma chute. Une chute qu'il a documentée sans le savoir, parce que l'intégralité de son contenu va être versée au dossier. Olelakan Pondley, lui, opérait différemment. Il utilisait des mules financières basées aux États-Unis, qu'il contactait sous l'alias Mark Kane avec un numéro américain factice. Ces mules ouvraient des comptes bancaires au nom des entreprises victimes, recevaient les virements frauduleux, puis les convertissaient en bitcoin, avant de les lui envoyer. Entre janvier et septembre 2019, Olelakan a escroqué plusieurs entreprises américaines, pour plusieurs dizaines de millions de dollars. Le 2 juillet 2020, des agents du FBI prennent en charge Hush Puppy et Olelakan aux Émirats, puis ils sont mis dans un avion pour les États-Unis. Ils atterrissent à Chicago le soir même. Le lendemain matin, le 3 juillet, ils comparaissent tous les deux devant le tribunal fédéral de l'Illinois, où ils sont formellement inculpés. Hush Puppy est inculpé à Los Angeles de complot en vue de blanchiment d'argent provenant d'arnaques BEC et d'autres escroqueries. Quant à Olelakan, il est inculpé à Chicago de complot en vue de commettre une fraude. L'avocat, qui a été assez courageux pour défendre Hush Puppy, prend la parole pour dire que son client est un entrepreneur, père de 3 enfants. Là, je viens de vous résumer la stratégie de la défense. Pour reprendre ces mots, il gagnait sa vie légitimement, en faisant la promotion de marque sur Instagram et n'a pris part à aucune escroquerie. Évidemment, il ne présente aucun risque de fuite parce qu'il est connu sur les réseaux sociaux. Ne pas faire face aux accusations ternirait son image publique. Bien sûr, ça ne marche pas, et aucune libération sous caution n'est autorisée. Faut dire que le dossier d'accusation fait 47 pages, et il est pour le moins accablant. Après ça, Hush Puppy est incarcéré dans l'attente de son jugement. Pendant ce temps, son compte Instagram continue de grossir. Depuis la nuit de son arrestation, il a gagné à peu près 500 000 nouveaux abonnés. Des gens curieux ou fascinés qui veulent voir à quoi ressemble le profil d'un homme qui s'est construit une fortune en arnaquant tout le monde. Instagram finit par supprimer son compte, et Snapchat fait la même chose peu après. Mais le monde n'en a pas fini avec les histoires liées aux plus grands brouteurs connus, parce que ce que les documents judiciaires vont révéler dans les mois suivants va dépasser le cadre d'une simple affaire de cybercriminalité. Il s'avère qu'en cherchant à démanteler le réseau d'Hush Puppy, les autorités ont tiré sur un fil. Et ce fil ne remonte pas seulement vers ses complices connus, il va jusqu'à Lagos. Et plus précisément vers un homme que les Nigérians connaissent bien. Quelqu'un que personne n'aurait jamais osé associer à Hush Puppy avant tout ça. Le 28 juillet 2021, les procureurs du district central de Californie déposent de nouveaux documents judiciaires. Hush Puppy est en cellule depuis déjà 13 mois. Il a plaidé coupable et coopère avec le FBI depuis des semaines. Une vraie donneuse. Sauf que dans ce qu'il raconte, il y a quelque chose que les enquêteurs n'avaient pas anticipé. Parce que Hush Puppy n'avait pas seulement recruté des hackers, des mules financières, des faussaires et des banquiers corrompus à l'étranger. Il avait aussi recruté un homme au Nigeria. Quelqu'un qui portait un uniforme. Pour comprendre comment cet individu entre dans l'histoire, il faut revenir à l'arnaque qatari de 2019, celle qui avait rapporté 1,1 million de dollars à Hush Puppy et son réseau. Le butin a été partagé entre plusieurs complices et demandé en plusieurs fois. Mais l'un d'eux, Kelly Chibuzo Vincent, estimait ne pas avoir reçu une part suffisante. Il a joué un rôle crucial dans l'opération et sans lui, l'arnaque n'aurait pas tenu. Donc il s'est senti floué. En janvier 2020, il envoie un message à Hush Puppy pour réclamer plus d'argent. Il lui rappelle point par point en quoi il a contribué au succès de l'escroquerie jusque-là. Mais son interlocuteur ne répond pas comme il l'espérait. Un peu rageux sur les bords, Vincent fait alors quelque chose de catastrophique pour tout le monde. En contactant directement la victime qatari. Il révèle que les hommes qui lui ont pris son argent sont en fait des escrocs, en donnant même des noms et des numéros. En gros, il poucave le réseau depuis l'intérieur.
Seulement, Hush Puppy est bien renseigné. Il reçoit l'information en temps réel. Et il y a un incendie à éteindre. Ça tombe bien, il sait qui peut s'en charger. L'homme en question, c'est Abba Alhaji Kyari. Il est né le 17 mars 1975 à Maiduguri dans l'état de Borno, au nord-est du Nigeria. En 2000, il intègre l'académie de police de Woodhill, dans l'état de Kano, comme aspirant sous-commissaire. En 22 ans de carrière, Abba gravit tous les échelons. Il sert dans plusieurs divisions, puis en 2011, prend la tête de la tristement célèbre SARS, la Special Anti-Robbery Squad de Lagos. Cette unité est réputée pour son efficacité, aussi bien que pour ses méthodes brutales. Abba fait tomber des braqueurs, des kidnappeurs en série et des chefs de gang. Il traverse le pays, il est toujours en première ligne et passe souvent dans les journaux. En 2017, il arrête Chukwudu Omeme Onuamadike, alias Evans, le baron du kidnapping le plus recherché du Nigeria. Un homme qui a rançonné des dizaines de familles pour des millions de dollars. Son arrestation est saluée dans tout le pays tant cet homme a gangréné la nation. Il a également dirigé les arrestations de Boko Haram, impliqué dans l'enlèvement des lycéennes de Chibok en 2014. En 2018, le FBI lui a même décerné un certificat d'appréciation, notamment pour son assistance dans des enquêtes sur des enlèvements internationaux. Les récompenses s'accumulent. Prix du meilleur détective d'Afrique, médaille présidentielle de Buhari, séance plénière spéciale à la Chambre des représentants. En 20 ans, Abba est devenu quelque chose de rare au Nigeria. Un policier que personne ne critique. Il n'est pas seulement populaire, il est une icône nationale. La presse le surnomme le super flic, le Jack Bauer nigérian, le James Bond du maintien de l'ordre. D'ailleurs, il a son propre compte Instagram, où il publie ses arrestations comme des trophées. Ce que le FBI apprend en juillet 2021, c'est qu'Abba Kyari, chef de l'équipe de renseignement de la police nigériane, a voyagé à Dubaï en septembre 2019, sur invitation personnelle d'Hush Puppy. Comme à son habitude, ce dernier a tout organisé et payé son billet d'avion. Pendant ce séjour, Abba se vante auprès de son hôte de ses exploits policiers au Nigeria. Hush Puppy répond en jouant le rôle du disciple reconnaissant, le super flic et l'escroc. L'un a sa photo dans tous les journaux pour avoir mis des criminels en prison, et l'autre a 2,3 millions d'abonnés pour avoir montré ce qu'on peut faire avec de l'argent volé. Ils s'entendent très bien. Donc quand Hush Puppy a un problème avec Vincent, il contacte Abba. Cet échange, qui a eu lieu en janvier 2020, est minutieusement documenté dans les fichiers du FBI. L'escroc envoie un message audio au policier. Il lui explique en termes voilés mais clairs que Vincent a essayé de lui voler une affaire. Un job maintenant compromis parce qu'il a contacté la victime pour tout lui dire. Hush Puppy envoie également le numéro de téléphone que son ex-complice a utilisé pour contacter l'homme d'affaires qatari. Puis il dit à Abba que, s'il arrête Vincent, il pourra reprendre le contrôle de la situation et soutirer la somme prévue. Le policier demande alors la photo de l'homme devenu gênant, ainsi que ses informations biographiques. Après avoir tout envoyé, Hush Puppy écrit qu'il aimerait que Vincent se fasse tabasser. Vincent est arrêté par la police nigériane et placé en cellule. Hush Puppy reçoit les preuves photos dans son appartement au Palazzo Versace à Dubaï. Abba lui transmet ensuite les coordonnées bancaires d'un compte pour recevoir sa contrepartie financière. Évidemment, le compte n'est pas à son nom, mais à celui d'une tierce personne. Mais bon, est-ce que ça change grand-chose quand votre complice est assez con pour utiliser une seule adresse mail? Pas sûr. Quoi qu'il en soit, le 20 mai 2020, moins de 3 semaines avant d'être arrêté à Dubaï, Hush Puppy lui envoie les reçus de 2 versements qu'il a effectués pour un total de 20 600 $. C'est ce que coûte la liberté d'un homme au Nigeria, quand on connaît le bon policier. Seulement, on ne reste pas ce bon policier bien longtemps quand on fricote avec de mauvais escrocs. Le 26 juillet 2021, un mandat d'arrêt fédéral est émis contre Abba Kyari. Ce document est déclassifié le 28 juillet. Et forcément, les gens peinent à y croire. Ceux qui ont suivi la carrière d'Abba depuis 10 ans lisent que le super flic du pays s'est fait graisser la patte par un escroc, pour qui il a finalement arrêté quelqu'un. Le concerné réagit le soir même, en publiant un post sur Facebook où il nie toute complicité. Il dit avoir connu Hush Puppy 2 ans auparavant, parce qu'il lui avait signalé une menace sur sa famille au Nigeria. La police a simplement agi en réponse à cet appel de détresse, rien de plus. Abba répète qu'il a les mains propres, sauf que dans les jours suivants, il modifie ce même post 12 fois. À ce niveau, même Xavier Dupont de Ligonnès paraît moins suspect. En fait, à chaque fois que de nouveaux détails issus de documents judiciaires rendent sa version précédente peu crédible, il essaie de réécrire l'histoire. Le 1er août 2021, l'inspecteur général de la police nigériane annonce sa suspension immédiate de toutes ses fonctions.
en attendant l'issue d'une enquête interne. Le département de la justice américain, quant à lui, demande l'extradition d'Abba. Dans un premier temps, le Nigeria refuse, arguant que des procédures nationales sont en cours. Après ça, les appels à la réforme structurelle de la police se multiplient. Mais personne ne démissionne, et aucun des rouages du système ne change. Puis, le 14 février 2022, une vidéo sort dans les médias nigérians. On y voit Abba Kyari en train de négocier la libération d'une saisie de drogue avec des agents infiltrés de la NDLEA, l'agence antidrogue nigériane. Il y a 25 kilos de cocaïne. La drogue avait été interceptée à l'aéroport international d'Enugu lors de l'arrestation de 2 trafiquants par les hommes d'Abba. Dans la vidéo, il propose 61 000 $ en cash aux agents de la NDLEA pour que la saisie disparaisse. Ah ouais, c'est vraiment un ripou. Même les Balkany prennent des notes là. En mars 2022, Abba et 6 autres suspects, dont 4 policiers de son équipe, sont mis en examen pour trafic de drogue, complot et obstruction à la justice. La prochaine audience est fixée au cours de l'année 2026. Ce que l'affaire Abba Kyari révèle, c'est que le réseau d'Hush Puppy ne s'est pas arrêté aux frontières de la cybercriminalité. Il n'achetait pas que des montres ou des Ferrari, mais aussi des policiers et des institutions. Toujours est-il qu'après le démantèlement de son réseau, il croupit en prison dans l'attente de son verdict. En avril 2021, 10 mois après son arrestation à Dubaï, Ramon Abbas, ex-Hush Puppy, plaide coupable d'un seul chef d'accusation. Complot en vue de blanchiment d'argent. Un seul, sur les 7 ou 8 qui pesaient sur lui. En réalité, c'est le résultat d'une négociation. Ramon a accepté de reconnaître tous les faits liés au blanchiment. Et c'est sa coopération avec le FBI qui a permis l'inculpation d'Abba Kyari. En échange, les procureurs ont donc abandonné les autres chefs qui étaient sur la table. La peine maximale encourue par Ramon est de 20 ans de prison. Les avocats de la défense espèrent obtenir 6 à 8 ans, notamment en s'appuyant sur la coopération de leurs clients et les circonstances atténuantes. Les procureurs, eux, sont clairs. Ramon n'était pas un petit escroc de quartier qui a dérapé. Il a été le pivot central d'un réseau transnational ayant conspiré pour blanchir plus de 300 millions de $ en 18 mois. L'audience de condamnation a lieu le 7 novembre 2022. Ce jour-là, Ramon a 40 ans et il entre dans la salle d'audience vêtu d'une tenue de détenu. Pas de vêtements Gucci, Versace ou de montres Richard Mille au poignet. Des milliers de personnes suivent l'audience en direct depuis Lagos, Abuja, Londres et Houston. Ramon s'excuse et dit qu'il utilisera ses fonds personnels pour rembourser les victimes. Le juge en prend note, puis annonce le verdict. 135 mois de prison fédérale, soit 11 ans et 3 mois. Ramon doit également payer 1 732 000 $ de restitution à 2 victimes directes. 922 000 $ au cabinet d'avocats de New York et 810 000 $ à l'homme d'affaires qatari. Son complice canadien, Galeb Alomari, a été condamné quelques mois plus tôt à 11 ans et 8 mois de prison avec obligation de restituer plus de 30 millions de $. Ramon doit être libéré le 6 août 2029. À l'âge de 46 ans. Ce que l'affaire Hush Puppy a mis en lumière, c'est quelque chose de plus profond que la cybercriminalité, à savoir la capacité d'un public à suspendre son jugement face à l'ostentation. C'est d'ailleurs pour ça que Hush Puppy postait autant. C'était pas de la vanité, c'était de la stratégie. Et elle a payé, tout du moins, pendant un temps. Et je sais pas si tu te souviens de l'affaire Anna Delvey que je t'avais racontée ici, mais elle aussi, elle se l'a raconté grave. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout, on se retrouve très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner. Bye.